L'histoire n'est pas une science exacte. Elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. Mais les idées reçues ont la peau dure et les a priori restent tenaces. Pour saisir les vérités du monde, il faut parfois bousculer les certitudes et décrypter les faits en proposant un autre regard. La postérité a fait du nazisme une affaire strictement allemande. Et pourtant... Octobre 1907. L'Empire austro-hongrois brille de tous ses feux. Mais derrière la confiance affichée, la montée des nationalismes inquiète. Et le repli identitaire s'exprime jusque dans la rue. À Vienne, le maire Karl Lueger fait de l'antisémitisme son fonds de commerce. Tandis que les pamphlets xénophobes de Georg von Schönerer appellent à l'union de tous les Germains. Une génération de jeunes Autrichiens s'imprègne des idées du moment. Parmi eux, Adolf Hitler. Il dira « Vienne resta pour moi la plus fondamentale des écoles de vie. J'ai reçu les bases d'une vision du monde dont je n'eus par la suite qu'à compléter les détails. » Hitler quittera sa patrie pour se forger un destin en Allemagne. Mais sur la terre qu'il a vu naître, les racines du mal ne vont cesser de prospérer. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'achève enfin. Les vainqueurs enterrent en fanfare le dernier obus allemand. Sur le front, les rescapés de la mitraille s'abandonnent à la joie. Après 4 années de combats meurtriers, l'heure est à la liesse. Côté vaincu, la gravité est de mise. Le lendemain, à Vienne, des milliers d'Autrichiens enterrent leur passé impérial. Place à la République. Balayée par la défaite, la monarchie danubienne s'est effondrée. Accablé, le célèbre écrivain Arthur Schnitzler confesse « Une journée historique vient de s'achever, mais vue de près, elle n'a rien de glorieux. » À la faveur du nouvel ordre qui s'installe en Europe, le territoire de l'immense empire est dépecé. Ses 50 millions de sujets divisés. Libérés de leur ancienne tutelle, de nouveaux États indépendants voient le jour. Et l'Autriche, jadis si puissante, devient un État croupion. Privée de ses anciennes terres et de ses industries, la jeune République peine à nourrir la population. Rationnés, les Autrichiens ont faim et froid.
Pour se chauffer, les Viennois en sont réduits à ramasser du bois en forêt, quitte à le rapporter en tramway. Fataliste, le député Otto Bauer déclare « Un pays qui, comme nous, n'a pas de charbon, qui n'arrive pas à nourrir sa propre population, n'a aucune chance de rester indépendant. » Humilié, en lutte pour sa survie, le pays plonge dans l'instabilité. Pire, la misère et le chômage offrent un terreau fertile aux extrémistes de tous bords. À commencer par le NSDAP, le Parti national-socialiste, prêt à spéculer sur la frustration et la détresse de ses concitoyens. Fondé en 1920, dans le sillage de son grand frère allemand, ses rangs ne cessent de s'étoffer. 10 ans plus tard, ils sont des milliers à se rassembler sous les plis de la croix gammée. Leur programme tient en un slogan: unir toutes les terres peuplées d'Allemands dans une seule et même nation. Wir Deutsche der Ostmark hier, wir werden eingefunden haben ins heilige dritte Deutsche Reich. Parmi ces pangermanistes exaltés, un jeune avocat, Ernst Kaltenbrunner. L'homme possède de solides convictions. À l'université, comme le veut la coutume, il a intégré une fraternité d'étudiants. Celle qu'il a choisie se distingue par des rituels particulièrement violents, comme ces duels à l'épée, qui ont laissé de multiples cicatrices sur son visage. Des balafres que Kaltenbrunner porte fièrement. Elles sont le signe de son tempérament belliqueux et de sa détermination inflexible. Partisans des thèses de von Schönerer, comme Hitler avant eux, les nazis autrichiens militent pour la pureté raciale. Leur mentor écrivait déjà au début du siècle « Nous n'accepterons jamais de considérer un juif comme l'un des nôtres sous prétexte qu'il parle allemand. » Dans une Autriche appauvrie, en mal d'identité, ces vieilles idées vont trouver un nouvel écho. Die Partei ist Hitler! Hitler siegt! Sieg! 1933 marque un tournant pour les nazis autrichiens. Adolf Hitler, qui a fait son chemin en Allemagne, accède au pouvoir. Sa victoire, dûment saluée en Autriche, donne des ailes au mouvement nazi. À l'université de Vienne, ces militants bloquent l'accès aux étudiants juifs. Pour éviter les passages à tabac, certains s'enfuient par les fenêtres. Les événements officiels sont autant d'occasions d'exprimer leur hostilité au gouvernement. Le bras levé, ils défient les autorités et multiplient les affrontements. 600 arrests were made by the police, mainly of young Nazis, who desire union of Austria with Germany. La fragile Autriche vacille. C'est alors qu'un petit homme à l'allure insignifiante est propulsé à la tête du pays, Engelbert Dollfuss. Il va se révéler implacable. Et pour rétablir l'ordre, il met fin à la démocratie. L'Autriche devient alors un État autoritaire et corporatiste d'inspiration fasciste, où toute opposition est réprimée. Fasciste, mais non nazi. Car le dictateur s'appuie sur l'Église catholique et tient par-dessus tout à préserver l'indépendance de son pays. Österreich ist trotz mannigfacher und großer Schwierigkeiten bemüht, seine Stellung, die ihm seine Geschichte und seine geografische Lage geben,
Zur Feu. Dès juillet 1933, le Parti national-socialiste est interdit. Du jour au lendemain, les nazis autrichiens basculent dans la clandestinité. Qu'importe, ils resserrent les rangs et le clament sur leurs affiches. C'est Linz, une ville de province, au bord du beau Danube bleu, qui devient l'épicentre du nazisme clandestin. Hitler y a passé une partie de sa jeunesse. Il y compte de nombreux admirateurs. Régulièrement, des sympathisants bravent les autorités pour se recueillir sur la tombe d'Aloïs et Clara, les parents du Führer. À l'unisson, des restaurateurs ouvrent grand leurs portes pour accueillir les réunions secrètes du mouvement. C'est là qu'Ernst Kaltenbrunner s'impose comme le chef de la filière brune autrichienne. Devenu l'informateur privilégié de Berlin, il est nommé à la tête des SS autrichiens. Ses origines lui permettent aisément d'infiltrer tous les milieux, y compris la police et même l'armée. Ainsi, des fonctionnaires acquis à la cause préviennent les militants des arrestations et des perquisitions qui les menacent. Les saisies de matériel démontrent leurs intentions terroristes. Outre Kaltenbrunner, d'autres figures de la bonne société autrichienne vont rejoindre le cercle d'initiés. À l'image d'Arthur Seyss-Inquart, un avocat viennois, ou d'Adolf Eichmann, un comptable d'origine allemande, fils d'industriel. Issus des milieux aisés, ces trois hommes n'ont rien de marginaux. Ils n'ont embrassé la doctrine nazie ni par frustration sociale, ni par naïveté, mais par idéal. Pour l'heure, près de 15 000 nazis autrichiens réfugiés en Allemagne se préparent à l'action militaire. Financés et entraînés par leurs homologues allemands, ils forment la Légion autrichienne. Tous portent avec fierté sur leur casquette le bleuet, emblème des militants réduits à la clandestinité. Leurs camarades restés au pays vont bénéficier de leur soutien logistique pour multiplier les actions d'éclat. Le train D parti de la gare de l'Ouest viennoise a déraillé par le fait que des saboteurs ont écarté une éclisse longue de 15 mètres du côté gauche du rail. Mais les sabotages ne sont que le prélude d'une symphonie plus funèbre. Le 25 juillet 1934, un commando déterminé investit la capitale. Son objectif ? Renverser le pouvoir. Après avoir dévasté les locaux de la radio d'État, il s'attaque à la chancellerie. Gleichzeitig war ein anderer, größerer Trupp bis in das Arbeitszimmer des Bundeskanzlers gelangt und hatten ihn, der wehrlos und waffenlos den Eindringlingen gegenüberstand, durch 2 Schüsse niedergestreckt. Le règne du chancelier Dollfuss prend fin. Mais la tentative de coup d'État se solde par un échec. Tandis que l'Autriche porte le deuil de son chancelier, en Allemagne, Hitler prend ses distances avec ses compatriotes encombrants. Même lui juge leur action trop radicale. Certes, annexer l'Autriche pour bâtir une grande Allemagne fait partie de ses projets. Mais le Führer préfère adopter une méthode plus discrète. Il sait que le temps joue pour lui. Irrité par l'instabilité politique,
malmené par une économie déstructurée, de plus en plus d'Autrichiens sont prêts à lui ouvrir les bras. Quatre ans plus tard, le 12 février 1938, Kurt Schuschnigg, le successeur de Dollfuss, est convoqué à Berchtesgaden. La rencontre avec Hitler est loin d'être amicale. Les yeux rivés sur la frontière autrichienne, le Führer lui pose un ultimatum. Nommer un nazi au ministère de l'Intérieur. À défaut, il envahira l'Autriche. Offensé, Schuschnigg refuse. Et pour tenter de conjurer l'orage, il le clame au Parlement. Maßgebend muss bleiben, dass unser Österreich, Österreich bleiben muss. Nicht in den Tod, Rot, Weiß, Mais les soutiens du chancelier ne dépasseront pas les portes de l'Assemblée. Dans la rue, bon nombre de ses compatriotes ont déjà cédé. Contraint par Hitler, Schuschnigg démissionne. Arthur Seyss-Inquart, nazi de la première heure, s'empare de son fauteuil. Le lendemain, le 12 mars 1938, les troupes de la Wehrmacht déferlent en Autriche, sans tirer un coup de feu. Jamais une armée d'occupation n'a été accueillie avec tant de ferveur. La jeune Adolphine Jaornik note dans son journal « Après un bref moment d'inquiétude, nous avons tous compris que l'Anschluss était la meilleure solution pour l'Autriche, et même plus, notre salut. » Was habt ihr denn euch gedacht, wie wir gekommen sind? Hm? Ja, wir haben schon lange gewartet. Habt ihr schon lange gewartet, gell? Ja. Na freilich. Was sind Sie eigentlich? Ich bin Feldwebel. Das ist ein ganz kleiner. Hm? Après les hommes de troupe, c'est au tour d'Hitler de prendre le pouls de la population. Première étape de son périple, Linz, sa ville de jeunesse. Encouragé par l'accueil enthousiaste, il poursuit sa conquête des masses. À Vienne, des centaines de milliers d'habitants sont venus acclamer leur Führer. Ils sont pressés de devenir allemands. Le 15 mars 1938, sur la Heldenplatz, la place des héros, Hitler apparaît devant un parterre qui lui obéit au doigt et à l'œil. Deutsche Männer und Frauen, ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein. Cette mission, la plupart des Autrichiens vont s'en emparer. Intégrés au Reich, ils ont enfin retrouvé une identité. Et pour le prouver, ils hissent fièrement leur nouvelle couleur. Konrad Lorenz, un biologiste viennois, écrit à un collègue allemand « Vous n'avez pas idée de l'enthousiasme qui règne ici. Je crois que nous, les Autrichiens, nous sommes les nationaux-socialistes les plus fervents et les plus convaincus de tous. » Un référendum est organisé en grande pompe pour légaliser l'annexion.
Tous les habitants du Grand Reich sont invités à plébisciter leur nouvelle unité. Avec plus de 99%, le oui l'emporte. L'Autriche disparaît. Devenue une simple province du Reich, elle porte le nouveau nom d'Ostmark, les marches de l'Est. Ces fonctionnaires prêtent désormais serment à Adolf Hitler. Ils appliquent du jour au lendemain les mesures que l'Allemagne nazie a mis 5 années à imposer. Leur priorité ? Réduire au silence les opposants par la terreur. En ligne de mire, les sociodémocrates, les communistes, les syndicalistes, puis les conservateurs et les catholiques. À la tête de la SS autrichienne, Ernst Kaltenbrunner conduit la manœuvre. Récompensé pour sa fidélité, il prend rapidement la direction de tous les organes de sécurité. Après des années de combats clandestins, il peut enfin laisser libre cours à ses desseins en pleine lumière. Rien qu'à Vienne, la seule Gestapo arrête 20 000 personnes en moins de 10 mois. Certaines finissent sur les listes de déportation, direction les camps de concentration du Reich. Le premier transport de prisonniers autrichiens pour Dachau, près de Munich, a lieu 15 jours seulement après l'annexion. Dès le mois d'août 1938, les nazis autrichiens ont droit à leur propre camp de concentration. Construit sur une carrière de granit non loin de Linz, Mauthausen répond aux exigences des SS. Éliminer les éléments indésirables par le travail. Un rescapé témoigne. J'étais en enfer. Il y avait ceux qui devaient extraire la pierre et ceux qui portaient des blocs de 50 kilos, en montant un terrible escalier de 186 marches, l'escalier de la mort. À Mauthausen, les prisonniers meurent d'épuisement, de maladie ou sous la torture. Ils sont aussi exécutés par balles, pendus ou gazés. Le camp autrichien n'a rien à envier à ses pendants allemands. Mais Mauthausen fait vivre aussi l'économie locale. Les boulangers, bouchers et épiciers fournissent les cantines des SS. Les artisans sont sollicités pour des travaux. Alors, on se tait. L'un de ces commerçants avouera: on savait que le camp existait, on voyait les colonnes de prisonniers qui traversaient le village pour s'y rendre depuis la gare. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Élèves zélés, les Autrichiens ne se contentent pas de cautionner les méthodes meurtrières du régime. Ils y participent activement. Notamment en appliquant la politique hygiéniste dictée par Berlin. Elle vise ni plus ni moins à supprimer tous ceux que le régime juge racialement impurs. Des films de propagande dénoncent les frais qu'engendrent les soins prodigués aux handicapés physiques et mentaux. Sous couvert d'euthanasie, ils sont assassinés, à l'abri des regards. En Autriche, le pittoresque château de Hartheim, près de Linz, est aménagé en centre de mise à mort. Les bourreaux utilisent le monoxyde de carbone dans les premières chambres à gaz de l'histoire. Médecins, infirmières, cuisiniers, la majorité du personnel est originaire de la région et chacun accomplit sa tâche dans une atmosphère de franche camaraderie. À l'image du chauffeur de bus,
Walter Milch, qui achemine les victimes. À Hartheim, nous entrions par le portail. Les bus étaient déchargés, puis nous ressortions et nous prenions un casse-croûte à la cuisine. Soucieux de plaire, les Autrichiens vont même devancer les exigences nazies. À Vienne, le personnel de l'hôpital psychiatrique am Steinhof étend les mesures d'hygiène raciale sur les enfants handicapés. Il les tue en leur administrant des sédatifs. Certains petits patients servent aussi de cobayes pour d'ignobles expériences médicales. Au programme, tests de vaccins et inoculation de maladies mortelles. Mais c'est surtout dans le traitement réservé à sa population juive que l'Autriche va se distinguer. Le jour même de l'Anschluss, l'antisémitisme se déchaîne, sans avoir reçu le moindre ordre de Berlin. L'écrivain Stefan Zweig détaille les exactions endurées par sa communauté. On laissait libre cours à tous les désirs de vengeance privée. Des professeurs d'université étaient forcés de frotter de leurs mains nues le pavé des rues. De pieux vieillards juifs étaient traînés au temple et contraints par de jeunes braillards à faire des génuflexions et à crier « Heil Hitler ». Mais humilier les Juifs ne suffit pas. Les SA, les tristement célèbres sections d'assaut, les forces de l'ordre, mais aussi des citoyens ordinaires se livrent au saccage et au pillage de leurs biens. Bijoux, argent, vêtements, mobilier, tout y passe. Une jeune Autrichienne constate avec satisfaction « Ceux qui se trouvaient tout en haut avant sont maintenant tout en bas. » Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, n'est pas épargné. Des hordes nazies s'introduisent dans son domicile, confisquent les passeports de sa famille et vident son coffre-fort. Anna, sa fille, est emmenée par la Gestapo et interrogée toute une nuit. La famille parvient à s'exiler à Londres, où Sigmund Freud meurt 1 an plus tard, le cœur brisé. Comme lui, des milliers de Juifs viennois voient leurs biens confisqués et redistribués aux bons Autrichiens. Ce vol systématique et légalisé après coup porte le nom d'arianisation. Des employés reprennent ainsi les commerces de leurs anciens patrons juifs pour une bouchée de pain. Dans leurs appartements, de nouveaux propriétaires s'installent. Ils n'ont plus qu'à changer le décor. Rien qu'à Vienne, 60 000 logements changent de main. Ironie de l'histoire, Berlin attendra 9 mois avant d'imiter l'exemple autrichien. Ce déchaînement de violence sans précédent ne passe pas inaperçu. La presse américaine rapporte: les Juifs sont dans une situation bien plus dangereuse en Autriche qu'en Allemagne. Le fanatisme autrichien inspire Berlin. Dès mars 1938, un commando d'intervention est envoyé à Vienne. À sa tête, Adolf Eichmann, nazi autrichien de la première heure. Sa besogne, débarrasser la ville de sa population sémite. Une obsession du Führer depuis ses plus jeunes années. Il écrit dans Mein Kampf:
J'étais révulsé par le conglomérat de races affiché par la capitale de l'Empire. La mégalopole me faisait l'effet d'être l'incarnation de la souillure du sang. L'ancienne capitale autrichienne compte près de 10% de juifs, le pourcentage le plus élevé des villes du Reich. La méthode instaurée par Eichmann passe par l'émigration forcée. Il installe ses quartiers dans le somptueux palais Rothschild, une spoliation de plus. Son système est ingénieux et cruel à la fois. Les Juifs sont obligés d'acheter au prix fort des autorisations d'émigrer. Les plus fortunés doivent financer l'expulsion des moins nantis. Comble du cynisme, Eichmann contraint les représentants de la communauté à collaborer avec ses lieutenants. Les dirigeants juifs s'exécutent. L'exil apparaît à leurs yeux un moindre mal après les pillages, les sévices et les meurtres auxquels les Juifs sont exposés. Les déracinés arrivent dans leur pays d'accueil dépossédés de tout. Leurs bagages et leurs biens ne suivront jamais. Stockés dans des entrepôts en Autriche, ils ont déjà été vendus par la Gestapo. Le Reich encaissent le prix de leurs vêtements, de leurs meubles et de leurs tableaux. Nazi et fier de l'être, l'Autriche est devenue le laboratoire des politiques anti-juives du régime. Le bureau central pour l'émigration juive d'Eichmann sera dupliqué quelques mois plus tard à Prague et à Berlin. Toutes les couches de la société adoptent sans sourciller la politique antisémite du nouveau régime. Et s'il y eut des tentatives pour aider les victimes, elles furent le fait d'individus isolés. Dans les universités, les étudiants juifs sont chassés, les professeurs licenciés, souvent avec la complicité de leurs collègues autrichiens qui clament leur allégeance au nouveau maître. Le biologiste Konrad Lorenz affiche toujours sa ferveur avec autant d'enthousiasme. Il écrit « Je peux affirmer haut et fort que mon travail de scientifique a toujours été au service de la pensée nationale-socialiste. » Cette loyauté lui vaut d'être nommé professeur dans la prestigieuse université de Königsberg 2 ans plus tard. Le monde de la culture n'est pas en reste. Au prestigieux opéra de Vienne, où officiait jadis le juif Gustav Mahler, l'élite viennoise valse désormais sous la croix gammée. Et les fidèles soutiens des nazis entament leur ascension. Comme le chef d'orchestre Herbert von Karajan, détenteur d'une carte du parti dès 1933. Pan-germaniste depuis sa jeunesse, il a dénoncé l'enjuivement de la Volksoper, l'opéra populaire viennois. Hermann Göring le fait venir à la Philharmonie de Berlin. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Le Führer caresse le projet d'y implanter une réserve pour les Juifs chassés du Grand Reich. De nouveau, la tâche est confiée à Adolf Eichmann et à son équipe viennoise. L'un de ses acolytes, Alois Brunner, un ancien de la Légion autrichienne,
organise et signe le premier ordre de déportation des Juifs d'Ostmark. Destination Nisko, une petite ville polonaise, non loin de Lublin, choisie par Eichmann pour abriter la réserve. La première déportation de Juifs de l'histoire est bien autrichienne et non allemande. Berlin n'expédiera ses premiers convois que 2 ans plus tard. L'élève a surpassé le maître. Au fil de ses conquêtes, le régime va s'appuyer de plus en plus sur l'excellence de ses cadres autrichiens, notamment pour mettre au pas les territoires tombés sous son joug. Ces fidèles nazis sont alors promus pour exporter leur savoir-faire aux 4 coins du Reich. Dès le mois de mai 1940, le gouverneur de l'Autriche annexée, l'avocat viennois Arthur Seyss-Inquart, règne ainsi sur les Pays-Bas. De aankomst van Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart. Niederländische Nationalsozialisten, vor allem für mich selbst, ist es eine große Freude und Genugtuung, dass die niederländischen Nationalsozialisten entscheidende Bedeutung gewonnen haben. Avec la collaboration des nazis néerlandais, Seyss-Inquart va liquider la communauté juive locale, l'une des plus importantes en Europe occidentale. Dans son sillage, de nombreux fonctionnaires autrichiens. La famille d'Anne Frank est arrêtée par l'un d'entre eux, le policier viennois Karl Silberbauer. Quant à Alois Brunner, le pionnier de la déportation, il va lui aussi exporter ses aptitudes. Dépêché en France, en charge du camp de Drancy près de Paris, son rôle est de rafler puis de déporter les Juifs de France sur Auschwitz. Sa sinistre efficacité lui vaudra le surnom de boucher de Drancy. Mais c'est surtout à l'Est que les Autrichiens vont exceller dans l'art de tuer. Odilo Globocnik est chargé de créer le tout premier camp d'extermination, Belzec, en Pologne, où sont massacrées près de 600 000 personnes. Obéissant et sans scrupules, Globocnik se charge aussi de liquider des ghettos juifs polonais. Pour plus d'efficacité, il reproduit les méthodes inventées par Eichmann à Vienne. Contraints d'épauler les SS, les représentants de la communauté juive sont forcés de dresser les listes des personnes à déporter. Un système perfide qui oblige les victimes à participer à leur extermination. Dans les camps de la mort, les gardes autrichiens sont aussi nombreux à sévir. Le régime mise sur leur connaissance des peuples slaves, acquises du temps de la monarchie austro-hongroise, mais surtout sur la haine qu'il voue à ceux qu'il considère comme des sous-hommes. À Treblinka et Sobibor, les commandants Irmfried Eberl et Franz Stangl envoient des centaines de milliers de personnes dans les chambres à gaz. Dans le camp de Plaszow, près de Cracovie, un autre Autrichien sème la terreur. Amon Goeth exerce un droit de vie ou de mort sur les prisonniers. Un rescapé se souvient. Il était capable des pires abominations. Toujours muni de sa mitraillette, il tirait régulièrement du haut de sa villa sur les prisonniers, juste pour le plaisir.
Le 29 mai 1942, à Prague, un attentat fomenté par la résistance tchèque vise Reinhard Heydrich, le responsable de la solution finale. Quelques jours plus tard, il succombe à ses blessures. Le corps du général Heydrich est transféré à Berlin. Heinrich Himmler prononce l'éloge du disparu. Himmler, le grand ordonnateur de la Shoah, choisit pour bras droit un candidat qui a fait ses preuves, un Autrichien dévoué, Ernst Kaltenbrunner. À Berlin, le choix d'un provincial pour un poste aussi sensible surprend. Mais Hitler approuve. Non seulement fait-il confiance à son compatriote, mais il connaît ses états de service. Himmler dira lors de l'intronisation de son second « C'est toujours une bonne école d'avoir travaillé dans l'illégalité. L'époque où vous avez été mis à l'épreuve a été votre meilleure école de vie. » Le nouveau chef des SS se montre tout aussi impitoyable que son prédécesseur. Aux Pays-Bas, il conteste la décision des autorités locales d'exclure les Juifs séfarades de la déportation. Il écrit dans un télégramme: « Il n'y a pas de doute sur le fait que les Juifs séfarades sont aussi des Juifs d'un point de vue racial. » Il se rend aussi régulièrement sur sa terre natale, et particulièrement à Mauthausen, pour assister aux exécutions et aux gazages spécialement organisés pour ses visites. Kaltenbrunner est alors au sommet de sa carrière. Après Himmler, l'homme le plus puissant de l'appareil de répression et d'extermination nazi est autrichien. Moscow. Mr. Molotov waits at the airfield to welcome the American and British delegates. À l'automne 1943, Américains, Britanniques et Soviétiques se réunissent en conférence. Alors que la Wehrmacht recule sur tous les fronts, l'heure est venue de définir l'ordre européen après la guerre. Premier objectif, affaiblir l'Allemagne en morcelant son territoire. Paradoxalement, l'Autriche est déclarée première victime de la politique expansionniste hitlérienne. L'adhésion massive de sa population au nazisme n'a pourtant pas échappé aux Alliés. Mais Staline et Churchill tiennent compte de la répression féroce contre l'opposition autrichienne et espèrent que cette déclaration encouragera ses habitants à résister. Ils vont vite déchanter. Six mois plus tard, rien n'a changé. L'anniversaire du Führer est toujours célébré avec ferveur. Le Foreign Office britannique constate: dans leur grande majorité, les Autrichiens ne sont pas prêts à prendre les risques qu'impliquerait un engagement dans la résistance. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La fin du Troisième Reich n'est plus qu'une question de temps. Au fil des semaines, les troupes allemandes refluent à l'est comme à l'ouest. Même les plus acharnés comprennent que la situation est désespérée. Tous, sauf quelques irréductibles, dont Alois Brunner. Le boucher de Drancy est déterminé à achever sa mission.
Malgré la pénurie de trains réquisitionnés pour rapatrier les troupes, il s'acharne à organiser un dernier convoi vers les camps de la mort. Fin juillet 1944, plus de 1300 Juifs de France sont déportés à Auschwitz. Parmi eux, 324 enfants et nourrissons, raflés à la dernière minute dans les orphelinats. Une partie de la population autrichienne partage ce jusqu'au-boutisme. À Mauthausen, en février 1945, alors que les Autrichiens profitent de la neige, 500 prisonniers soviétiques parviennent à s'échapper du camp de concentration. Le lendemain, les SS sillonnent les environs pour demander aux habitants de traquer les fugitifs. Sans hésiter, les Autrichiens de la région s'engagent dans une chasse à l'homme cyniquement appelée la chasse aux lapins. Une villageoise se souvient de ce spectacle macabre. Les fugitifs ont été assassinés par balles, battus ou poignardés. C'était en hiver, il y avait de la neige fraîche et les routes étaient maculées de sang. Ce qui est honteux, c'est que la population civile y a participé. Sur les 500 prisonniers évadés, seuls 11 survivront. Pendant ce temps, à Berlin, Ernst Kaltenbrunner persiste à traquer tous ceux qui osent douter de la victoire finale. À commencer par son propre patron, Heinrich Himmler, pris en flagrant délit de trahison. Pour sauver sa peau, le numéro 2 du régime a tenté de négocier en secret un accord avec les Britanniques. Dénoncé par son bras droit, Himmler est immédiatement démis de ses fonctions par le Führer. Un mois plus tard, les troupes de l'armée rouge libèrent Vienne. Dans les rues de la capitale autrichienne, la valse fait son retour. Вальсом свободы возрождалось австрийское государство. Au procès de Nuremberg, seuls 2 Autrichiens figurent au banc des accusés. Ernst Kaltenbrunner et Arthur Seyss-Inquart font profil bas, jouent les victimes et nient les crimes qu'ils ont commis. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ils sont condamnés à mort et exécutés en octobre 1946. Quant à leurs compatriotes, collaborateurs, suiveurs et opportunistes, tous s'empressent de faire table rase de leur passé peu glorieux. Heureux pays, peuple heureux que l'histoire n'a cependant pas épargné. Auréolé du statut de première victime de l'agression hitlérienne, le pays se construit une image sympathique, joyeuse et surtout innocente. Une amnésie collective s'installe alors, qui favorise les secondes carrières des anciens nazis. Herbert von Karajan, l'ancien protégé de Göring, poursuit sa carrière météorique. En 1973, le biologiste Konrad Lorenz reçoit le prix Nobel de médecine pour ses recherches menées sous la croix gammée. En 1986, Kurt Waldheim se porte candidat à l'élection présidentielle. Ex-secrétaire général de l'ONU, son expérience internationale est valorisée. Mais sa carrière d'officier de la Wehrmacht, elle, est totalement occultée, alors qu'il a participé au massacre de partisans yougoslaves pendant la guerre.
Un détail qui ne gêne pas ses électeurs. Es ist eine große Freude, dass ich mal den zukünftigen Bundespräsidenten von Österreich. Aber wir hoffen, ne? En dépit du scandale, les Autrichiens votent massivement pour lui. Une victoire rendue possible par le mythe de l'Autriche victime du nazisme. On comprend que le pays n'entende pas y renoncer. Il faut attendre 1993 pour qu'un chancelier autrichien se rende en visite officielle en Israël. Si Franz Vranitzky est reçu avec tous les honneurs par Yitzhak Rabin, c'est grâce au discours historique qu'il a prononcé devant l'Assemblée nationale 2 ans plus tôt. Viele Österreicher waren an den Unterdrückungsmaßnahmen und Verfolgungen des Dritten Reichs beteiligt, zum Teil an prominenter Stelle. Wir bekennen uns zu allen Daten unserer Geschichte und so wie wir die Guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die Bösen zu entschuldigen. Bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten. Des excuses tardives mais nécessaires après un demi-siècle de déni.